cela de cette manière. Et alors, si tel est le cas, il y a lieu à ce que vous puissiez vous fixer un certain nombre d'objectifs, dont le premier, c'est de cerner ce qu'on appelle des topics, c'est-à-dire construire son objet de recherche. Construire un objet de recherche signifie exactement se poser la question, si je fais la recherche, finalement, qu'est-ce que je cherche? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je cherche renvoie au même moment à la dimension des recherches, comme nous avons dit la fois passée, si on prenait l'approche en entonnoir, ça renvoie à la mention ou à la discipline ou filière de recherche, là on se retrouve, également à la thématique ou au thème qu'on cherche à explorer, au problème de recherche, au sujet ainsi qu'au questionnement. Si on aborde la question dans ce sens-là, c'est très important de pouvoir les développer. C'est ainsi que, à ce niveau, on s'est posé une question, par où commencer? Nous avons dit que nous avons pris les méta-arguments d'un auteur célèbre que nous avons déjà cité ici, c'est Karl Popper. D'ailleurs, je félicite Dr Touna de vous avoir envoyé l'ouvrage de ce célèbre auteur Karl Popper, là où se pose cette question-là, et il répond dans ce livre-là que pour lui, la recherche commence par les questionnements. C'est lorsque les chercheurs ou l'équipe des chercheurs commence à se poser des questions sur les problèmes réels existants dans notre société, c'est à ce moment-là que la recherche commence. Donc, on peut se focaliser sur ce problème-là pour s'interroger sur ce problème. En amont, on chercherait les causes de problèmes que plus tard nous allons appeler les facteurs explicatifs ou encore les déterminants. Et nous avons dit qu'il y en a de deux sortes. On peut se focaliser sur l'analyse de facteurs internes ou externes. C'est ce que nous avons dit la fois passée, qui plus tard sera des facteurs endogènes ou exogènes. Et en aval, on pourra s'intéresser aux conséquences. Les conséquences qui sont les effets, les impacts, les contributions, les apports, l'influence, tout ce que vous voulez. Et dans cette perspective-là, on se retrouve sur un format d'un modèle déterministe, c'est-à-dire un modèle fondé sur la relation des causes à effet. Rappelez-vous, ce modèle a obtenu le prix Nobel d'économie. Voilà, en 2002, en 2001, non, en 2021, pardon, il y a 3 auteurs célèbres qui ont obtenu le prix Nobel à ces sujets, parce qu'ils ont confirmé effectivement que la recherche scientifique pouvait se fonder sur cette relation des causes à effet, c'est-à-dire dans ce cas-là, les chercheurs se pencheraient sur soit les causes ou soit sur les conséquences. Et là, ça expliquerait ce que nous pouvons développer dans ce que nous avons comme recherche scientifique. Et parfois, on peut s'interroger également sur ce que les acteurs pensent ou quel est le sens que les acteurs donnent à ce problème. Et là également, si on se penche sur le problème, on est sur ce format-là déterministe. Et à ce niveau, déjà, ça indique quel type de recherche vous êtes censé faire, si la recherche serait quantitative ou qualitative. À ce niveau, si vous vous intéressez sur soit les causes, c'est-à-dire le facteur explicatif, ou encore les déterminants, ou si vous vous penchez sur les conséquences, c'est-à-dire les impacts ou les effets, vous serez en train de développer plus tard une recherche quantitative. Et si vous voulez savoir ce que les acteurs pensent ou quel est le sens qu'ils donnent à ce problème, vous serez sur une recherche qualitative. C'est bien clair à ce niveau-là des topics, que les choses soient claires. Maintenant, il y a certains d'entre vous qui m'ont envoyé quelques questions. Avant que je puisse continuer, je voudrais bien y répondre parce que déjà à ce niveau-là, nous avons fait ensemble un exercice qui consistait à chacun de nous de se positionner sur son domaine de recherche, de se fixer sur sa mention, de choisir une thématique
de soulever à partir de cette thématique un problème, de se proposer un sujet de recherche et à la fin, se poser un certain nombre de questions dans les questionnements, dans les QQQ au CCP. Nous avons dit le premier Q, c'était le quoi, c'est-à-dire ça représente les sujets. On se pose la question de savoir finalement qu'est-ce que je cherche. Voilà, c'est le quoi. Les deuxièmes Q, c'était les qui touchaient les acteurs. On se pose la question, quelle est la population, quels sont les acteurs qui sont concernés par ce problème et qu'est-ce que ces acteurs pensent, voilà, ou quel est le sens que ces acteurs donnent à ce problème. Le troisième Q, c'est le quand, ça indique la période, c'est-à-dire le temps, voilà, à quel moment le problème a été observé, voilà, et c'est très important. Et si on peut continuer à ces niveaux-là, les O représenter le ou ce qui signifie le lieu, voilà, ou encore le champ empirique, le terrain, et le premier C, ça représentait les combien, c'est-à-dire la valeur ou les coûts liés à ce problème. Et le deuxième C, c'était les comment. Les comment, c'est le mode opératoire, la manière dont c'est représente le problème, où se déroule. Et enfin, et les P, c'était le pourquoi, c'est-à-dire la raison, les raisons qui expliquent le problème tel que observé. C'est ainsi que nous avons dit la fois passée, pour cerner le problème des recherches, ce n'est pas facile, il faut pouvoir définir le problème ou construire le problème. Construire le problème signifie concrètement identifier si ce qu'on observe est une anomalie ou encore un dysfonctionnement ou un écart entre ce qui devait être et ce qui est, ce qui devait se faire et ce qui se fait. C'est ce qu'on appelle problème. Et ça devient problème des recherches lorsqu'on commence à se questionner sur ça. Et le questionnement ne peut se faire aisément qu'à travers ce que nous avons appelé le phénomène observé. C'est très important. Vous ne pouvez pas avancer. Et même Karl Popper le dit, si vous n'avez pas votre phénomène observé. Nous avons donné un exemple d'un phénomène observé. Comment retrouver les phénomènes observés? On peut l'observer avec nos 5 sens, mais généralement, à partir de la lecture, on peut facilement avoir le phénomène observé. Je réponds aux questions qui m'ont été posées très rapidement. Il y a un participant qui a posé la question de savoir quelle est la différence entre les sujets et les titres d'une thèse, d'un mémoire ou d'un article. Il y a justement une différence entre les sujets et les titres. Les sujets, est-ce que celui qui a allumé le micro peut fermer? Les sujets, je donne la différence. Les sujets renvoient à un objet intellectuel de la recherche. Les sujets envoient à un objet intellectuel de la recherche. Ils désignent sur quoi porte la recherche. Ses limites matérielles, spatiales, temporelles et problématiques. Il contient explicitement, d'ailleurs, ce que nous avons dit, ou implicitement, le phénomène observé, le problème soulevé par ce phénomène, l'angle d'analyse et le champ des connaissances. Tandis que les titres est une formulation écrite et publique de ces sujets. Les titres, c'est la formulation écrite et public de ces sujets. Il nomme le travail dont il est question et parfois présente ce travail au lecteur. En ce sens, les sujets relèvent de la construction scientifique, tandis que les titres relèvent de sa désignation contextuelle. Autrement dit, les sujets est plus profond que les titres. Voilà. Les titres
n'est que l'expression condensée. C'est pourquoi deux titres différents, soyez prudents là-bas, peuvent parfois renvoyer au même sujet et inversement. Et ça, ce sont les écrits de Umberto Eco, lui aussi qui a beaucoup écrit là-dessus, en disant que chacun a sa manière, chacun a sa façon d'aborder une problématique des recherches, c'est-à-dire l'objet des recherches. Et c'est ce qui va permettre à ce qu'on puisse formuler un sujet. Je donne un exemple. Les sujets consistent à comprendre le mécanisme individuel, organisationnel, socioculturel qui freine l'accès des femmes au poste de direction. Par exemple, je peux prendre dans les régies financières, précisément dans les Hauts-Katanga. Ça, c'est le sujet. Les titres seraient maintenant plafond de verre des femmes dans les régies financières du Haut-Katanga. Voilà un sujet, un titre. La deuxième petite question qu'on m'a posée, c'est de savoir si un titre peut s'écrire sous forme d'une phrase ou dans une forme interrogative. D'abord, les sujets sous forme d'une phrase qui contient un sujet, un verbe et un complément. Ce n'est pas une meilleure solution. Et présenter le titre de cette manière-là. Étant donné que le titre, c'est une formulation nominale. Comme nous l'avons dit la fois passée, il s'agit d'une marque déposée. Évitez donc de présenter les sujets avec cette forme-là de sujet, verbe et complément. Et même sur le plan grammatical, ce n'est pas aisé de présenter le titre dans ce format. Mais parfois, on peut retrouver des sujets sous le format interrogatif. À ce moment-là, au niveau du titre, on aborde déjà la problématique des recherches. Donc, la règle n'est pas de dire ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Ici, il faudrait s'adapter aux usages de la recherche scientifique, la pertinence scientifique, la précision et surtout la sobriété. Un bon titre devait clairement identifier l'objet étudié, voilà, et surtout le champ empirique, là où on veut se plonger, également les champs de la recherche, ainsi que la population étudiée. Ce qui n'est pas conseillé, c'est que les sujets ne doivent pas reproduire les effets littéraires. Et surtout, comme on l'a vu, dans certains cas, certains écrivent les sujets avec des guillemets. C'est une formulation à éviter. Les sujets ne s'écrivent pas avec des guillemets, de parenthèses, des accolades. Ce n'est pas conseillé. Voilà, la troisième petite question, c'était pourquoi des topics définissent-ils les types de raisonnements scientifiques ou c'est spécifique à adopter? Je crois que c'est là où on s'est limité la fois passée à dire, une fois on s'est positionné sur les questionnements, on a posé les 7 questions des recherches, il faudrait maintenant voir comment choisir les types de raisonnements. Ici, un type de raisonnement voudrait dire
comment les scientifiques réfléchissent devant votre topic, devant votre thématique, comment vous allez réfléchir. La réflexion ici, c'est un exercice que vous devez faire de manière scientifique. Généralement, il existe 3 types de raisonnement scientifique. Ce qu'on appelle l'induction, la déduction et l'abduction. Certains auteurs qualifient ça même de méthode, mais de plus en plus, on commence à accepter qu'il s'agit de raisonnement scientifique. Le raisonnement par induction signifie vous partez de particulier au général. Le particulier ici est représenté par les faits, c'est-à-dire le phénomène observé ou le problème à élucider, le problème soulevé, le problème identifié. Vous faites une analyse vers le général. Le général ici, c'est représenté par les hypothèses ou encore la théorie. Lorsque vous faites une recherche allant des faits, du problème vers la théorisation, vous êtes dans l'induction. La plupart des inventions dans ce monde ont été réalisées par l'induction ou les raisonnements inductifs. Par exemple, le fait qu'on nous raconte que les célèbres savants Newton avaient observé une pomme tomber d'un arbre de haut en bas. Ce mouvement-là, avec puissance, c'est ce qui l'a permis de développer la loi de la gravitation universelle qu'on appelle autrement la pesanteur. Ça, c'est une invention par l'induction. Le deuxième type de raisonnement, c'est la déduction. Utilisé plus par les économistes, ça va de la théorie vers le particulier. Ici, la théorie, c'est le général, voilà, et le particulier, c'est le problème. Lorsque vous commencez la recherche à partir des hypothèses existantes et vous faites de l'analyse à partir de ces hypothèses pour aboutir à des observations des faits de manière particulière, vous faites la déduction. Et l'abduction, c'est le lien entre les 2 premiers mots de raisonnement, c'est-à-dire l'induction et la déduction. Ça combine les 2. C'est-à-dire, vous partez des problèmes en passant par la théorie, et c'est ce que nous avons toujours fait d'habitude chez nous en sciences de gestion. L'objectif n'est pas de particulariser ou de généraliser. Ici, l'objectif est de solutionner les problèmes dans la société. Donc, votre rôle devient des spécialistes pour solutionner ou trouver des solutions aux problèmes de la société. Ça donne un peu du pragmatisme avec votre recherche. Et généralement, c'est l'approche clinique qui est utilisée dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'approche clinique qui consiste à dire, dans un premier temps, il faudrait diagnostiquer le problème, c'est-à-dire l'identifier. Une fois que vous l'avez identifié, vous devez passer par votre diagnostic, c'est-à-dire le laboratoire pour identifier ce qui ne marche pas, voilà, pour déceler ce qui ne marche pas ou ce qui ne va pas. À la fin, produire des outputs, comme nous l'avons dit la fois passée, c'est-à-dire les résultats des labos, et à partir de ces résultats de labo, pouvoir interpréter cela, voilà, et proposer des solutions, des mesures curatives pour que la maladie ne se répète plus. Voilà comment on peut développer cette question de raisonnement scientifique. Donc, déjà, au niveau du topic, on doit se fixer sur cela. Est-ce l'induction? Est-ce la déduction? Est-ce l'abduction? Certains restent dans l'induction pure, et là, vous n'allez pas y trouver les hypothèses dans leurs recherches. Ceux qui sont dans la déduction, ils travaillent avec des hypothèses, et ceux qui sont dans l'abduction travaillent également parfois avec les hypothèses ou pas. Ça dépend
de l'angle où vous vous penchez. Mais il y a également ce qu'on appelle les raisonnements spécifiques. Rappelez-vous, comme je vous ai dit la fois passée, généralement, en sciences de gestion, on s'intéresse au comportement organisationnel, les comportements des organisations en général et l'entreprise en particulier. Si tel est le cas, on doit s'interroger comment se comportent les organisations pour que nous puissions étudier comment se comportent les entreprises pour qu'on puisse étudier ces entreprises. Il y a des auteurs qui ont donné les comportements de manière détaillée, les comportements organisationnels en disant que les organisations en général et les entreprises en particulier ont un comportement supposé rationnel. Ça, c'est très important. Même si cette rationalité est limitée au sens de Simon. Rappelez la rationalité limitée au sens de Simon. Les entreprises, les organisations ont d'abord un comportement rationnel qui signifie qu'elles agissent dans le sens de leurs propres intérêts. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Une entreprise qui pose A, B, C, D comme, disons, action, c'est d'abord dans le sens de ses propres intérêts. C'est comme ça qu'ils ont développé en disant, étant donné que cette rationalité est limitée, voilà, c'est que ces comportements rationnels peuvent conduire à ce que ces acteurs soient non seulement opportunistes, voilà, non seulement opportunistes, calculateurs, mais également optimisateurs, voilà, comme il avait dit, et créatifs. Voilà ce qu'ils ont développé à ce qui concerne les comportements organisationnels. Donc, lorsque nous abordons un sujet, nous devons tenir compte de cet aspect de raisonnement des acteurs qu'on appelle les organisations ou les entreprises. La quatrième question, c'était pourquoi les sujets et les titres présentent expressément les problèmes et non la solution. Là, c'était une très bonne question parce qu'on voit parfois des sujets formulés sur des solutions aux problèmes. J'ai eu un doctorant qui est venu avec sa thématique ou son sujet dans le staff. Et quand vous regardez le titre qu'il nous a présenté, c'était un titre fondé sur la solution. Le titre, c'était la production des biocarburants dans l'espace Kasaï, précisément en Bushmaï. Alors, on lui a posé la question, vous voulez... Quelqu'un peut fermer son micro, s'il vous plaît? On a posé la question aux doctorants sur la production des biocarburants. On a posé la question c'était de savoir est-ce qu'il existe une production actuelle de biocarburants au Kasaï? Il a répondu non, ça n'existe pas. C'est ça la solution que je vais apporter. Parce qu'il y a absence de carburant au Kasaï. Or, nous avons suffisamment de palmiers à huile là-bas. Nous pouvons en créer même des hectares. Donc, pour moi, la solution, qu'on doit petit à petit abandonner le carburant dans son état actuel et utiliser les biocarburants. C'était pour lui la solution. Et c'est cette solution-là qu'il avait formulée son sujet et même son titre sur ça. Ça, ce n'est pas acceptable de manière académique. Les sujets est fondé sur le problème. La solution vient après. On peut créer tout un chapitre sur la solution et non présenter le titre sous forme d'un sujet. Ça doit être clair à ce niveau-là. Je pense que j'ai répondu à cette préoccupation. Et à la fin, il y avait une question pour terminer sur, voilà, c'était la 5e question. Quelqu'un voulait savoir sur les questions comment envoyer, la 5e, comment, voilà,
sa question c'était comment des topics peuvent être saisis à partir du phénomène observé. Comment ça se passe? Je crois que j'ai répondu à cette question-là. Voilà, des topics, c'est-à-dire les sujets proviennent d'un problème. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que il faudrait partir d'un phénomène observé qui est indépendant de vous-même. Ça justifie même l'approche épistémologique à ces niveaux-là et même ontologique, c'est-à-dire dans ce cas-là, les sujets est séparé ou encore le phénomène observé est séparé du chercheur. En d'autres mots, une fois vous avez identifié les faits tels qu'ils existent dans la société, les faits que vous devez définir de manière problématique, voilà, c'est après maintenant, voilà, qu'il faudrait formuler le problème et à partir du problème, dégager les sujets qui deviendra plus tard votre titre. Donc, le phénomène observé remplit 4 fonctions essentielles. C'est très important. Premièrement, il est ancré dans le réel. Deuxièmement, il justifie la pertinence même de la recherche. Troisièmement, il permet de formuler le problème à résoudre, même la problématique. Et en quatrième lieu, ils aident les chercheurs à choisir les concepts à utiliser qui deviendront plus tard des variables. Rappelez-vous, nous avons parlé des variables centrales. Et enfin, les outils d'analyse. Voilà. C'est ainsi que la fois passée, à ce qui concerne les variables, à partir de ce schéma, nous avons dit une fois, c'est ça le schéma déterministe, une fois le problème soulevé, vous avez clairement les variables centrales identifiées, notamment la variable dépendante ou expliquée et la variable indépendante ou explicative. Déjà, à ces niveaux, les choses sont claires. Vous pouvez faire un article sur les causes ou les déterminants, les facteurs explicatifs où vous avez la variable dépendante et indépendante, comme vous pouvez également faire un article pour faire le prolongement sur les conséquences ou les effets. Et là, vous aurez également des variables dépendantes ou indépendantes. Nous avons également montré ces tableaux, comment on peut partir de ce phénomène observé pour en dégager non seulement le problème des recherches, mais également formuler un sujet. Ici, dans ce tableau, quand on regardait à ce qui concerne la RDC, nous avons dit la fois passée, il y a le problème, c'était la forte distorsion de la structure salariale dans la fonction publique. Et c'est cette distorsion qui est observée par rapport à la faiblesse du PIB global et le PIB par habitant. Ça, vous avez le phénomène observé, c'est ce qui est dans ce tableau-là. C'est le fait qui existe tiré des études de la Banque mondiale. Nous venons de formuler la problématique en termes de forte distorsion salariale, voilà, dans la fonction publique en RDC, lorsqu'on compare les salaires des ministres et les salaires des enseignants. Et à partir de ça, on peut maintenant représenter son sujet et même le titre. Voilà, les sujets ici peuvent être fondés sur la gouvernance salariale dans les secteurs publics. En RDC, on peut dire, vous faites une étude comparée des salaires des députés et des enseignants, par exemple. Voilà, donc ça peut être votre titre et
les sujets peuvent tourner autour de cette compréhension de la structure salariale, malgré que le PIB par habitant soit faible. Comment comprendre cette distorsion de salaire entre les députés et les ministres et les enseignants dans la fonction publique. Voilà ce qu'on a fait la fois dernière. J'ai essayé de résumer, ça m'a pris du temps et c'est important. Aujourd'hui, on va développer tour à tour le deuxième point sur les gaps. Les gaps concernent les lacunes scientifiques à combler, les lacunes scientifiques ou empiriques à combler dans la recherche. Une étude ne se justifie pas uniquement parce qu'on a formulé un bon sujet ou un bon titre ou une thématique intéressante, mais surtout parce que les sujets apportent une réponse à un manque ou une lacune des connaissances scientifiques et empiriques existantes dans la recherche. C'est très important. Et c'est ce qui justifie même la pertinence du sujet que vous voulez aborder. Ceux qui passent le staff, on leur pose cette question-là. Quelle est la pertinence de votre sujet? C'est à ces niveaux-là qu'il faut relever cela, déjà dès les débuts, des gaps. Ici, le manque peut se situer au niveau théorique, en termes d'insuffisance, au niveau des contradictions entre les résultats antérieurs, au niveau méthodologique ou encore un vide contextuel. Il est donc indispensable d'apprendre à lire les écrits existants sur votre thématique ou votre sujet afin d'identifier les gaps, ces lacunes, comme je l'ai dit, sur le plan théorique, sur le plan empirique, sur le plan méthodologique ou encore contextuel. Très important. Voilà pourquoi l'activité de lecture est vraiment capitale lorsqu'on fait la recherche. Vous voulez développer un sujet, mais vous n'avez jamais lu sur ce sujet-là. On s'interroge, quelle serait l'originalité de ce que vous voulez faire? Des gaps, des lacunes, ça permet de relever ce que nous avons qualifié d'originalité dans une recherche scientifique. Ça signifie, vous devez dire à la communauté scientifique, voici ce qu'ont dit mes prédécesseurs jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Et pour que je ne rentre pas dans ce qu'eux, ils ont déjà fait, voici ce que moi, je vais combler comme vide, comme lacune scientifique. Et là, c'est clair, on vous comprend comment votre thématique a une sorte de quoi? D'originalité. Ici, il ne s'agit pas d'inventer la roue qui existe déjà, il s'agit de combler ces lacunes sur le plan scientifique. Vous contribuerez dans ces cas-là au développement ou à l'enrichissement des connaissances scientifiques. Cette partie ici, dans le temps, ça nous prenait beaucoup de temps. Pour chercher les gaps, ça pouvait vous prendre 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans. Vous êtes là en train de chercher les gaps dans des ouvrages, en train de les parcourir. Aujourd'hui, ça devient facile, de plus en plus, avec l'utilisation de l'IA, comme on l'a montré la fois dernière, on peut facilement trouver les gaps. Et l'IA est là pour nous aider, mais à condition que nous puissions respecter l'utilisation de cette IA-là de manière éthique. Nous avons donné la fois dernière dans le webinaire des outils qui peuvent nous aider, c'est-à-dire comment formuler un prompt
et y ajouter toujours les DOI. Les DOI, ça permet de dire que l'IA n'a pas formulé ou présenté des écrits ou des arguments non fondés. Ce que l'IA utilisé existe réellement. Et avec les DOI, vous avez la possibilité d'imprimer ces articles-là, de les avoir de manière résumée à ce que ça vous donne les lacunes à combler. Donc, cette partie-là, ça devient facile avec la bibliothèque numérique que nous avons aujourd'hui et l'utilisation de l'IA. Et quand vous lisez la charte d'utilisation de l'IA dans la plupart des universités, d'ailleurs, on nous a balancé ici pour les universités canadiennes, vous verrez que les universités canadiennes recommandent également qu'on puisse utiliser l'IA à ces niveaux pour identifier les gaps ou les lacunes scientifiques. Et avec ça, on peut passer au point suivant de research question. C'est-à-dire ici, on cherche à se poser des questions de recherche. Les questions de recherche dont il s'agit ne signifient pas directement commencer à écrire les questions de recherche. Il s'agit, dans les research questions, de construire sa problématique. La problématique, ça s'est construit. Voilà. Jusque-là, je venais de développer des topics, j'ai développé des gaps. Maintenant, à ce niveau des research questions, il faudrait présenter sa problématique, construire sa problématique. Ça signifie quoi concrètement? Commencez par présenter les paradoxes scientifiques qui se dégagent de vos observations par rapport au gap que vous avez identifié. Voilà, c'est ça problématiser. Et une fois vous avez présenté ou défini votre problématique, vous pouvez y ajouter également les tenants et les aboutissants actuellement sur cette thématique-là. À ce moment-là, vous pouvez vous poser des questions de recherche. C'est-à-dire, les questions de recherche, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle les fils conducteurs de la recherche. Sur quoi vous allez fonder votre recherche, que ce soit quantitative ou qualitative. Une question se pose à ce niveau-là, question de recherche ou question de départ. Généralement, lorsque le phénomène observé est présenté ou défini, cette définition peut se terminer par une question. Cette question-là qu'on pose sur le phénomène observé, sur les faits, c'est ce qu'on appelle question de départ. Tandis que la question des recherches est formulée à partir de la construction d'une problématique au regard des lacunes ou des gaps identifiés et des topics qu'on a définis. L'ensemble de tout ça, c'est ce qui permet de formuler la question des recherches. Et là-dessus, on peut avoir une question principale et des questions spécifiques. Les questions spécifiques sont focalisées sur les axes de recherche que vous voulez développer. Et pour ceux-là qui doivent utiliser les hypothèses, ce sont ces questions-là qui vous permettent de formuler les hypothèses. Selon la nature des recherches, ces questions peuvent viser à explorer, à décrire, à classifier, à comparer, à comprendre, à expliquer et même à prédire le phénomène. C'est très important. Leur formulation doit rester conforme à l'approche méthodologique adoptée et même au positionnement épistémologique. C'est très important. Une recherche qualitative, par exemple, va se focaliser sur
le pourquoi et le comment. Tandis que une recherche quantitative va être formulée sur de quelle façon, de quelle manière, dans quelles conditions, voilà, comment ou encore soulever les effets ou l'étude d'impact, ou encore s'interroger sur les déterminants. Voilà ce qu'on peut dire sur la construction de sa problématique qui concerne des research questions. Je vais m'arrêter par là pour travailler avec vous un tout petit peu et vous allez poser les questions. Je crois que la fois passée, est-ce que vous me suivez? Oui, prof. Oui, professeur. Oui, prof. Très bien. Oui, prof. Très bien. La fois dernière, je rentre sur... Oui, professeur, 5. Très bien. C'était une séance également pratique. La fois dernière, on vous a demandé de présenter votre domaine de recherche, ce qu'elle a fait, la mention, la thématique, le problème, les sujets et les questionnements. Il ne l'a pas encore fait dans cette approche en entonnoir. Il n'a pas encore obtenu ces éléments. Moi, je n'ai pas encore terminé. Je suis sur le problème. Je n'ai pas pu identifier le problème d'abord. Voilà. La fois dernière, nous avons dit choisissez, parce qu'ici, on n'est pas dans la lecture, c'est un exercice que nous faisons ensemble. Nous avons dit choisissez un concept dans votre domaine. Par exemple, la fois dernière, on a donné le choix d'un concept. Par exemple, quelqu'un dit l'endettement. C'est-à-dire, il va travailler sur l'endettement. Un autre dit non, moi, c'est l'inclusion financière. Un autre dit, moi, c'est la solvabilité. Un autre dit que moi, je travaille sur la liquidité. Un autre peut dire, moi, d'abord, je peux travailler, je suis dans les domaines des ressources humaines, sur l'absentéisme en milieu de travail. Nous avons demandé à ce que vous puissiez choisir un concept. Est-ce que vous pouvez vous pouvez choisir un concept au hasard? C'est un exercice que nous faisons avec vous. J'ai choisi l'audit social. L'audit social. L'audit social. Très bien. C'est un bon concept que vous avez choisi. Alors, si l'audit social est le problème, maintenant, regardez, on va passer par le schéma. L'audit social, c'est ça le problème. Et là, écrivez audit social au milieu. Faites une flèche comme ça, à gauche, écrivez cause. Et une flèche à droite, écrivez conséquences. Faites ça. Audit social au milieu comme problème. En amont, cause. En aval, conséquences. C'est fait? Ça concerne ceux qui n'ont pas formulé leur sujet. Très bien. Maintenant, selon vous, vous voulez étudier les causes de l'audit social ou vous voulez étudier les conséquences de l'audit social? Répondez-nous. Les conséquences de l'audit social. Très bien. Alors, les conséquences de l'audit social. Très bien. Vous voulez étudier les conséquences de l'audit social. Donc, vous êtes sur l'étude d'impact. Vous voulez faire l'étude d'impact ou encore, vous voulez étudier les effets ou la contribution de l'audit social sur... Maintenant, il faut voir. L'audit social a quelle contribution dans une organisation? À quel impact, à quel effet? Là, ça va vous demander de rentrer dans la littérature, de lire. Vous devez lire. Rien à faire. Si vous ne le savez pas d'emblée, vous devez lire. Par exemple, moi, si j'entrais dans la lecture ici, je peux voir, voilà, quels sont les impacts de l'audit social. Si vous en savez déjà, tant mieux. Moi, je peux rentrer là, je demande quels sont les impacts de l'audit social. Par exemple. Bon, j'ai une petite idée. Je voulais utiliser l'audit social dans la prévention des
des schémas de fraude et de blanchiment de capitaux dans les établissements de transfert d'argent. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit, c'est clair déjà. Donc, les conséquences ici, c'est au niveau de, comme vous l'avez dit, c'est au niveau vous avez dit quoi encore? À quel niveau? La fraude et le blanchiment des capitaux. La fraude et le blanchiment des capitaux dans les transferts d'argent. Voilà, très bien. Alors, votre sujet, ça sera, on y va ensemble, audit et prévention, audit social et prévention de fraude et blanchiment des capitaux. Audit social et prévention. Et prévention de la fraude et blanchiment des capitaux. Prof, audit social dans la prévention. Hein? Audit social et... Dans la prévention? Non, mettez d'abord « et ». Prenons cette formulation avec « et » qui indique les deux variables centrales. Audit social et... Audit social et prévention de la fraude et prévention de la fraude et blanchiment des capitaux, cas de société de transfert d'argent. Ça, c'est l'étude des cas. Cas de société de transfert de fonds. Et vous définissez les champs empiriques. Vous êtes dans quel pays? En République de Guinée. Voilà, en République de Guinée. Voilà, ça c'est une formulation. Deuxième formulation, vous pouvez dire également contribution de l'audit social, à la prévention, la fraude et le blanchiment des capitaux dans les sociétés de transfert de fonds en République de Guinée. Ça, c'est une deuxième formulation. Troisième formulation, vous pouvez dire impact de l'audit social sur la prévention de la fraude et blanchiment des capitaux en République de Guinée, cas de société de transfert de fonds. Ça, c'est troisième formulation. Quatrième d'ailleurs, une autre formulation, vous pouvez dire effet de l'audit social sur la prévention de la fraude et blanchiment des capitaux dans les sociétés de transfert des fonds en République de Guinée. Effet de l'audit social sur la prévention. C'est sûr à ce moment-là, sur la prévention, prévention, la fraude et les blanchiments des capitaux. Voilà, c'est formulé. Donc, vous avez le problème, vous avez les sujets, et maintenant, vous pouvez vous poser des questions. Les questions de quoi, de qui, de quand, de où, de comment, de combien, comment et pourquoi. Merci infiniment. Voilà, je crois qu'avec cet exemple, les autres se sont retrouvés, n'est-ce pas? Oui, professeur. Voilà. Et si on veut s'interroger sur la proposition qu'on vient de lui donner, c'est une étude quantitative, c'est une approche quantitative. Un autre chercheur sur le même sujet, comme on a dit, peut aborder la question sur les causes. Ça, c'est une autre étude. Et il peut formuler maintenant son sujet de la manière suivante. Il peut dire le facteur explicatif de l'audit social. Voilà. Dans les sociétés de transfert des fonds en République de Guinée, ou bien déterminant de l'audit social
voilà, dans les sociétés des transferts de fonds, déterminant des lodis sociales dans les sociétés des transferts de fonds en République de Guinée. Voilà. Un autre chercheur peut s'interroger sur ce que pensent les acteurs sur l'audit social. Quel est le sens que les acteurs donnent à l'audit social dans les sociétés de transfert de fonds en République de Guinée? À ce moment-là, ça sera l'approche qualitative et il va formuler son sujet de la manière suivante. L'audit social dans les sociétés de transfert de fonds en République de Guinée. Ça passe. C'est correct. C'est une formulation selon une approche qualitative. Maintenant, un autre chercheur, suivez la complexification, je suis dans la complexification, un autre chercheur peut se dire, moi, mon problème, ce n'est pas l'audit social. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est la fraude et la fraude et le blanchiment des capitaux. C'est ça mon problème. Là, ça change tout. Si le problème devient fraude et blanchiment des capitaux, ça signifie votre phénomène observé, c'est sur la fraude et le blanchiment des capitaux. Vous devez être capable de quantifier cela. Dans ce cas-là, si vous êtes du côté des causes, votre sujet sera facteur explicatif de la fraude et blanchiment des capitaux dans les sociétés des transferts de fonds en République de Guinée. Ou encore, déterminant de la fraude et blanchiment des capitaux, voilà, dans les sociétés des transferts de fonds en Guinée. Et maintenant, si vous pensez que la fraude et les transferts et la fraude et le blanchiment des capitaux a un impact dans les organisations, par exemple, un impact sur la performance financière, votre sujet serait fraude et blanchiment des capitaux et performance financière des sociétés de transfert de fonds en République de Guinée. Ou encore l'impact de la fraude et blanchiment des capitaux sur la performance financière des sociétés de transfert de fonds en République de Guinée. Je donne toutes les possibilités possibles sur la formulation d'un sujet ou encore le titre de votre travail. Ça concerne, je crois, tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question là-bas? J'ai plus beaucoup de temps, ça vous concerne vous tous. Une question. Oui, prof, moi j'ai une question. Oui. Oui, par rapport à tout ce que nous venons de formuler comme sujet, oui. J'ai fait un constat que les sujets n'est pas limité dans les temps. Bon, est-ce que c'est un problème ou bien il faut nécessairement, parce qu'il y a certains enseignants qui estiment que les sujets doivent être limités dans les temps? Merci beaucoup pour la question. Rappelez-vous, dans les questionnements au niveau des topics, nous avons dit, lorsque vous faites les questionnements à ces sujets-là, il y a une question sur le quand. Les quand, à votre niveau des topics, déterminent la période ou encore le moment d'observation de votre phénomène. Donc, au niveau de la construction des topics, vous devez limiter votre sujet. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, est-ce qu'il faut faire apparaître cela dans les sujets? Généralement, dans les us de la recherche scientifique, certaines écoles
voudraient que cette délimitation apparaisse dans les sujets. Mais d'autres écoles disent que, étant donné que dans des topics, vous avez déjà défini, vous avez déjà fait cette délimitation, on suppose que si vous présentez les sujets, vous allez les dire dans le texte. Donc, ce n'est pas important de marquer la période sur les sujets. Et moi, si je peux me pencher dans quelle école je me retrouve dans cette école-là qui consiste à dire, dans les topics, vous vous êtes questionné sur la période ou encore le moment d'observation. Ce n'est plus pertinent de reprendre la période sur les titres. Ça serait un encombrement, non seulement ça, mais également ça serait une tautologie. C'est comme si on se retrouve également avec certains sujets ou titres qui apparaissent avec le mot problématique. Par exemple, on a des sujets, quand vous lisez le titre, c'est problématique de l'audit social. Problématique de l'audit social. Ce que vous traitez est déjà problématique. Pourquoi reprendre encore les concepts de problématique dans les sujets? Dans mon école, c'est-à-dire l'école d'Harvard, on sait à ce que les concepts de problématique, qui devient une tautologie au niveau du sujet, un encombrement au niveau du sujet, sont enlevés, étant donné que dans votre développement, vous avez déjà la problématique. Je crois avoir répondu à cette question-là. Est-ce qu'il faut mettre la période dans le titre ou pas? Je suis de l'école où on dit que la période existe dans des topics. Mettez ça dans des topics. Est-ce qu'il faut écrire problématique dans le sujet, enlever les concepts de problématique, ramener ça dans des topics? Mais d'autres enseignants voudraient qu'on rentre dans cette formulation d'anciens là. Oui, une préoccupation, oui, allez-y. Parce qu'on y est déjà, parce que je voulais qu'on extirpe déjà cette difficulté. Je sais que j'ai l'élément déjà de réponse. Au-delà du titre, il y en a non seulement qui ajoutent la délimitation temporelle, ils ajoutent aussi la méthodologie. Ils disent par exemple l'effet de ceci sur cela, sur un champ empirique précis, de telle période à telle période, une approche par ceci ou par cela. Je voulais avoir aussi votre point de vue, professeur. Très bien. Nous avons déjà levé l'équivoque sur la délimitation dans le temps. On doit ramener dans des topics, là c'est clair. Mais lorsque vous voulez faire une précision sur l'approche méthodologique à utiliser, il faut être prudent dans ce cas-là. Lorsque vous parlez des faits, voilà, et que vous voulez préciser comment vous avez abordé cette question-là, ça signifie que votre sujet n'est pas exploratoire. C'est-à-dire, il existe déjà des études, et même dans votre contexte, qui ont abordé la thématique dans le même sens que vous. Il existe déjà des sujets sur les effets, par exemple, de l'audit social sur la prévention de fraude. Ça existe déjà, même des titres avec effet. Alors, pour se différencier, voilà, et là, ça relève des gaps. Vous prenez un élément de gap, vous ramenez ça dans votre titre en disant, pour nous, voici l'approche que nous allons utiliser. Ce serait soit une approche théorique ou une approche méthodologique. Généralement, c'est une approche méthodologique dont on cherche à présenter. Voilà, à ce moment-là, on fait une précision en disant approche par, voilà. On détermine que là, c'est aussi
faisable et c'est acceptable. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais si l'étude est exploratoire, vous n'avez pas à faire cette précision-là. C'est-à-dire une étude exploratoire, c'est que dans votre contexte, il n'y a pas assez d'études où il n'y aura pas des gens qui ont abordé dans ce sens-là. Vous n'avez pas à faire cette précision. Encore une question? Comme ça, on passe à moi, j'avais une préoccupation. Oui. Professeur, si vous pouvez aller d'une manière pratique, comment on peut sentir les raisonnements scientifiques, les types de raisonnements à partir de la formulation du sujet? Oui, je l'ai dit, le raisonnement scientifique provient de tout ce que vous avez comme matière dans des topics. Voilà. Tout ce que vous avez comme matière dans des topics. Quelles sont les matières des topics, comme on a dit? Il y a le domaine, il y a la mention, la thématique, problème, sujet, questionnement. Si vous avez toutes ces matières-là, maintenant, vous vous posez la question, comment, sur quelle réflexion je dois m'atteler pour continuer? C'est vous-même, vous vous posez cette question. Vous dites, j'ai ces problèmes-là, quel est le raisonnement scientifique cohérent qui peut me permettre d'avancer? Regardez, la chose est claire. Dans ces cas-là, oui. Prof, si je comprends un peu la question de mon cher collègue là, le raisonnement scientifique pourrait être abordé que dans la problématique comme sous-élément. Est-ce que, comme que dans la méthodologie, comme sous-élément, est-ce qu'on est dans la méthodologie pour un peu aborder de façon on n'est pas encore dans la méthodologie. Nous sommes dans des topics, s'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger les choses. On n'est pas encore dans la méthodologie. Nous sommes dans des topics. Si vous considérez que les raisonnements scientifiques et une partie des méthodologies, à ce moment-là, vous allez dans le sens de certains auteurs qui considèrent l'induction, la déduction ou l'abduction comme méthode scientifique. Je vous ai dit ici, ce n'est pas des méthodes scientifiques. Ce sont des raisonnements. Lisez Karl Popper. Karl Popper est clair là-dedans. Il dit que ce sont des raisonnements. Donc, c'est-à-dire, avant qu'on arrive même au développement des méthodes, vous devez savoir comment vous allez réfléchir, vous, chercheurs, en abordant telle ou telle autre question. Karl Popper est clair là-dessus. Nous sommes dans des topics. Alors, je réponds à la préoccupation de notre ami. Une fois que vous avez tous ces matériaux devant vous, maintenant vous vous dites, et après, quel est le raisonnement plausible à tout ce que j'ai ici pour que je puisse avancer? Vous allez voir, parce que vous avez déjà un problème, ça signifie vous écarter le raisonnement par déduction. Ah oui, parce que le problème est déjà là. Le problème, nous avons dit, c'est le fait. Vous avez déjà le fait. Donc, vous écartez la déduction. Ah oui, c'est clair. On reste avec l'induction pure et l'abduction. Maintenant, c'est à vous de choisir. Très bien. Vous vous dites, je suis parti de ce fait, je voudrais comprendre ce fait et pouvoir l'analyser pour dégager des propositions d'hypothèses ou encore la théorisation. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle, de plus en plus aujourd'hui, on parle des théories enracinées. Les théories enracinées. Ce sont des approches méthodologiques qui cadrent sur les contextes. Dans notre contexte, ce phénomène, comment ça peut produire des théories, ça peut produire des hypothèses. Là, vous êtes dans l'induction pure, comme mode de raisonnement. L'induction pure. Vous n'avez pas besoin d'hypothèses. Ça, nous sommes dans des topics. Mode de raisonnement. Maintenant, si vous vous dites,
avec ce problème que j'ai, je peux m'interroger sur les théories qui existent et qui expliquent ces problèmes. Voilà, ça c'est une autre manière d'aborder les sujets. Et si ces théories-là existent, comment ces théories peuvent m'aider à formuler les hypothèses? Généralement, dans la littérature, on parle de l'approche hypothético-déductive. Hypothético-déductive. Parce que votre raisonnement est fondé sur des hypothèses pour la suite, en utilisant l'induction et la déduction. De plus en plus, on parle de l'approche hypothético-déductive. Et vous êtes dans l'abduction. Parce que, vous allez voir à la fin, votre objectif ne sera pas de généraliser, c'est-à-dire de créer de nouvelles théories. Vous n'êtes pas là pour créer de nouvelles théories. Voilà, ça c'est premièrement. Mais aussi, votre objectif ne sera pas de particulariser, parce que vous n'êtes pas parti des théories. Vous utilisez des théories pour comprendre le problème. L'objectif dans ce cas-là, ça sera pour solutionner, et c'est ça la révolution qu'on trouve dans l'école d'Harvard. Les recherches à l'université d'Harvard sont faites pour découvrir des solutions aux problèmes. Ah oui, il faut apporter des solutions. Vous êtes scientifique? Très bien. Quelle est la solution que vous apportez à Ebola? Quelle est la solution que vous apportez, je ne sais pas moi quoi, à quel virus? C'est à ce moment-là que vous êtes qualifié d'un chercheur. Si dans votre recherche, il n'y a pas de solution, on va vous demander d'aller ailleurs. D'ailleurs, on ne va pas même autoriser votre protocole de recherche. Voilà comment les choses se passent. Nous sommes à ce niveau-là des topics. Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation sur le raisonnement? Oui, professeur. Voilà. Oui, professeur. C'est bien clair. Très bien. Voilà, on peut continuer maintenant notre exercice. Est-ce qu'on peut continuer à notre exercice, à faire notre exercice? Oui. Ça va. Maintenant, la suite consiste à intégrer deux éléments que nous venons de voir. On est au niveau des questionnements. La suite consiste à intégrer des gaps et des research questions. Comment ça va se passer? Nous allons quitter le domaine des matériaux. Nous irons maintenant dans l'écriture. L'écriture de quoi? De ce que vous appelez projet de recherche. Projet d'article. Ah, pour écrire ce projet-là, ou pour écrire le travail en question, il faut vous positionner aussi, répondre aux exigences de la revue ou surtout de l'école où vous êtes inscrit pour faire votre écriture. Aujourd'hui, le format le plus répandu, c'est le format IMDA. Voilà. IMAD, comme on l'appelle. Introduction, méthodologie, result and discussion. C'est ça le format le plus répandu. Moi, quand je l'ai étudié, j'ai dit, je vais le développer autrement. Dans mon livre, quand vous me lisez, ce n'est pas IMRAD. Dans mon livre, c'est IRMDCA. Non, IRMDC. Chez moi, c'est introduction, revue de littérature, méthodologie, résultats et conclusions. Dans la littérature, c'est IMRAD. IMRAD, c'est Introduction, Methodology, Result and Discussion.
Moi, c'est introduction, revue de littérature, méthodologie, résultats, discussion et conclusion. Parce que je ne conçois pas comment on peut commencer avec une introduction et terminer par une discussion. Non, les genres littéraires exigent, quand vous commencez par une introduction, vous terminez par une conclusion. D'ailleurs, c'est pourquoi le travail scientifique est qualifié d'une dissertation. Quand vous faites une dissertation, vous commencez par une introduction. C'est ça, les genres littéraires qui commencent par une introduction et qui se terminent par une conclusion. Voilà, l'exercice qu'on va faire, c'est d'écrire les proposals, comme on dit. Écrire le projet. S'il vous plaît, prof. Le projet. S'il vous plaît, prof. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager les documents dans lesquels vous avez introduit cette nouvelle méthode de IMRAD, c'est maintenant IRM RDC? Mais vous avez ça, c'est les livres qu'on vous a donnés. On vous a partagé les livres. Ah, ok. Oui, regardez dans les livres, il y en a. D'accord. Non, on n'a pas ça. Professeur, moi, je n'ai pas reçu. D'accord. Moi, je n'ai pas reçu. On va vous partager ça. C'est partagé depuis la semaine passée. On va le faire encore. Voilà. Maintenant, comment faire le proposal? Le proposal, c'est ce qu'on appelle le projet. C'est ce qu'on appelle le projet de thèse, le projet d'article. OK. Écrivez d'abord ce que vous considérez comme sujet ou titre. Écrivez ça dans sa formulation actuelle. Écrivez votre titre ou votre sujet dans sa formulation actuelle. Et après, vous mettez introduction. On va commencer par l'introduction. On va commencer par l'introduction. Vous y êtes? Vous y êtes? Je peux continuer? Exactement, professeur. Voilà. Quand vous avez écrit introduction, posez-vous une question là-bas. Que contient mon introduction? Écrivez ça. Que contient mon introduction? Ou que devait contenir mon introduction dans le proposal? OK, si vous avez écrit ça, la réponse, on va donner la réponse ensemble que vous allez écrire. L'introduction devait contenir. Vous notez ça. Après, vous allez formuler vous-même. La prochaine fois, on va voir ce que vous avez fait comme exercice. L'introduction devait contenir le phénomène observé. Le phénomène observé, les contextes dans lesquels ce phénomène a été observé, les contextes dans lesquels le phénomène a été observé. Quelqu'un peut fermer les micros là-bas, les enfants crient ou parlent. Les contextes dans lesquels vous avez observé le phénomène. L'identification du problème. L'identification du problème. L'identification du problème. L'identification du problème. La question de départ. Voilà. La question de départ, quand vous lisez Kelvin, ça c'est un livre qui est connu, et Van Campenhout,
Voilà, quand vous lisez Kevin et Van Campenhout, les deux auteurs belges, ils ont beaucoup insisté sur la question des départs. La pertinence. S'il vous plaît, professeur, le nom de ces deux auteurs, c'est... Oh, ce sont des auteurs qui sont connus. Kevin et Van Campenhout. Vous avez mon collègue qui avait difficile à prononcer Campenhout. Il disait Campenaou, Campena. Kevin et Van Campenhout. Voilà. Vous pouvez lire également Umberto Eco. Voilà, ce sont les auteurs de référence. Umberto Eco. Vous pouvez lire également Karl Popper. Et vous pouvez lire également Dumaise. Nous en avons parlé la fois dernière, Dumaise. Donc, que devait contenir votre introduction? L'introduction contient les contextes d'études, le phénomène observé, on a dit, le problème soulevé ou identifié, la question des départs, la pertinence de la recherche, c'est-à-dire pourquoi vous voulez faire cette recherche. Les lacunes actuelles dans la littérature, ouvrez la parenthèse, sur le plan théorique, Professeur, s'il vous plaît, j'avais une... Laissez-moi terminer d'abord, vous allez poser la question, madame. Les lacunes actuelles dans la littérature, ouvrez la parenthèse, sur le plan méthodologique, théorique, empirique ou des résultats des recherches existantes, et sur le plan contextuel, vous fermez la parenthèse et vous ajoutez « et comment votre étude ou cette étude va les combler ». Comment cette étude va les combler. Comment votre étude va les combler. Si vous êtes dans le format mémoire ou thèse, cette partie-là des gaps entre dans ce qu'on appelle état de la question. C'est ce qui différencie état de la question à la revue de littérature. Ce n'est pas la même chose. Cette partie-là entre... Professeur, avant de fermer la parenthèse, là, vous avez dit un mot là, je n'ai pas... Avant de fermer la parenthèse, sur les résultats de recherche existants. Oui. C'est-à-dire les gaps ou les lacunes sur le plan empirique ou des résultats, les résultats actuels, voilà. Dans les recherches empiriques, vous fermez la parenthèse, et sur le plan contextuel, voilà. Je disais la partie ou le point sur des gaps, si vous êtes dans une thèse ou dans un mémoire, ça va rentrer dans le point de état de la question. Qu'est-ce que nous connaissons actuellement et quelles sont les limites que nous pouvons soulever sur la thématique des recherches? Ça rentre dans ce qu'on appelle état de la question. Et si vous avez posé une question de départ, comme l'a dit Kevin et Van Campenhout, votre état de la question, quand on dit état de la question, c'est sur quelle question?
Quand on dit état de la question, c'est sur cette question. C'est la question soulevée par le phénomène observé. C'est la question soulevée par le problème. Et cette question-là, généralement, c'est la question des départs. Donc, l'état de la question là, c'est la question des départs. Donc, si on peut continuer à ce niveau-là, vous avez déjà fait un grand pas. Professeur, oui. Moi, je me suis perdu là en cours de chemin. Là, vous avez dit sur le plan théorique, empirique ou des résultats actuels. Oui, les résultats actuels des recherches, oui. existantes. Et enfin, sur le plan contextuel. Merci. Voilà. Madame avait une question. Je rentre, c'est madame. Madame, posez votre question. Nous sommes là. Madame Célestine. Il y a un sérieux problème de réseau. Les gens partent et reviennent après. Peut-être qu'elle n'est plus là. Oui, j'ai une question, monsieur le professeur. Oui, posez votre question. Oui, ma question est de savoir, je n'ai pas bien saisi. Je suis ici, mais le réseau est en train de me fatiguer. Attends que Madame Célestine. Madame Célestine pose votre question, oui. Posez votre question. Je n'ai pas de... La question que j'ai, je disais que le réseau est en train de me fatiguer parce que je suis un peu à l'intérieur à cause du décès. Oui, je comprends. J'étais un peu loin. Là où vous avez parlé de l'approche quantitative et l'approche qualitative, là, c'est là-bas que je suis. Et puis le réseau m'a laissé. Voilà, là on était sur l'approche quantitative et qualitative, on disait que déjà c'est au niveau des topics qu'on se fixe quelle est l'approche qu'on doit adopter. Voilà. Sur base de quoi? Sur base du raisonnement scientifique qu'on a adopté à ce qui nous concerne, parce que nous partons des problèmes, nous partons des faits qu'on a observés. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Nous écartons les raisonnements purement déductifs. Nous écartons la déduction. Nous laissons ça aux économistes. Quelqu'un va me dire, comment ça? Les économistes, voici comment réfléchissent les économistes. Ils peuvent partir d'une théorie quelconque, voilà. Ils partent d'une théorie quelconque, sans qu'il y ait un problème. À partir de cette théorie-là, ils développent des hypothèses. À partir de ces hypothèses, ils vont collecter des données existantes sous forme de data. Et l'exercice, ça sera de vérifier les hypothèses pour confirmer et ou accepter, rejeter les hypothèses. Et à la fin, pour conclure. Et dire à la fin, les hypothèses sont rejetées, les hypothèses sont acceptées. Les hypothèses sont confirmées ou infirmées. C'est valable. Une recherche comme ça, c'est valable. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous partons des problèmes réels. Voilà, j'insiste beaucoup. C'est l'approche clinique. Nous partons des problèmes. Je n'ai pas dit que les économistes aussi utilisent ça. Oui, ils utilisent aussi cette approche-là. De plus en plus, on commence à leur conseiller. Voilà comment vous pouvez bien faire la recherche. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous venez avec votre sujet devant les staffs, devant les éminents professeurs, ils vous posent la question, quel est le phénomène observé? Ah, quel est le phénomène observé signifie, quel est le problème? Donc, quand on vous dit, quel est le problème?
ça signifie vous écarter les raisonnements déductifs. Plutôt, on pouvait vous poser la question, quelle est la théorie? À ce moment-là, c'est les raisonnements déductifs. Je suis clair là-bas. Mais quand on pose la question, quel est le problème? Vous êtes soit dans l'induction, ou soit, c'est-à-dire l'induction pure, et là, vous n'aurez pas des hypothèses, ou soit vous êtes dans la déduction qu'on a de plus en plus, non, vous êtes dans l'abduction qu'on appelle de plus en plus l'approche hypothético-déductive. Ça, j'ai cité les auteurs Kevy et Van Kampenhout, hypothético, c'est-à-dire vous mélangez l'induction et la déduction au même moment. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, la suite, ça sera, vous devez définir, est-ce que votre question se fonde sur les acteurs, et ça, c'est l'approche qualitative, ou encore votre question se fonde sur la mesure. Vous voulez mesurer les différentes variables ou les liens, les connexions ou interconnexions entre les variables. Et là, vous êtes dans l'approche quantitative. Voilà comment ça se passe. Madame, c'est ce que j'ai dit quand vous n'étiez pas là. Oui, j'avais aussi une question, monsieur le professeur. Oui, posez votre question, oui. Présentez-vous, monsieur. Oui, je suis Apollinaire à Convois. Ah, monsieur Apollinaire. Étudiant en master en... Non, allez-y, posez votre question, Apollinaire. Juste le nom, ça suffit. Ma question est de savoir, bon, donc, moi, je n'ai pas saisi la différence qu'il y a entre la revue de la littérature et l'état de la... Très bien, je vais répondre. Merci. Ce qui est vrai qu'on n'a pas encore fait la revue de littérature. On n'a pas encore abordé cette partie-là. C'est une partie qui arrive. Mais je parlais plutôt de l'état de la question. Ah oui, j'ai dit l'état de la question contient essentiellement les lacunes actuelles sur le sujet, sur la thématique et comment votre étude va combler ces lacunes. C'est ce qu'on appelle état de la question. Quel est l'état actuel dans la littérature? C'est ce qu'on appelle l'état de la question. C'est de quelle question s'agit-il? C'est cette question-là qui relève du problème, qui relève du phénomène observé. Maintenant, plus tard, vous allez maintenant présenter dans quel ancrage disciplinaire vous vous inscrivez pour analyser le problème et dans cet ancrage disciplinaire, quelles sont les études théoriques et empiriques qui ont été réalisées en discutant, bien sûr, dans ces études-là, quel est le cadre théorique approprié ou le cadre interprétatif approprié, quel est le cadre conceptuel approprié. C'est l'ensemble de tout ça qui vous permet de rédiger ce qu'on appelle la revue des littératures. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les auteurs que vous avez cités dans l'état de la question peuvent figurer dans votre revue de littérature? Oui, ils peuvent figurer parce qu'ils ont écrit. Et eux, ils ont montré des limites. Ce sont ces limites-là que vous allez enrichir, vous allez combler ces vides-là. Voilà, dans un premier temps, avant qu'on aborde
le point sur la revue de littérature, c'est que je peux vous dire. Oui. Monsieur Apollinaire, je suis clair? Oui, alors je voudrais aussi comprendre, est-ce que dans un travail scientifique, est-ce qu'un travail scientifique peut contenir à la fois la revue de la littérature, l'état de la question, ou ça on peut choisir l'une entre les deux? Dans un travail scientifique, s'il s'agit d'un article, l'article c'est la synthèse. On vous exige d'écrire sur 15 pages, sur 20 pages, pas tout au plus, les max 20 pages. C'est-à-dire, il faut savoir faire la synthèse. Dans un article, on peut se passer, je dis bien on peut, mais on peut aussi le mettre, se passer de le point sur l'état de la question. Mais vous devez écrire ça sous forme d'un paragraphe. Ah oui, c'est obligatoire dans un article scientifique. Ça ne demande pas qu'on puisse écrire un point, état de la question, non. Ça se retrouve dans l'introduction. C'est ce que j'étais en train de développer maintenant. Dans l'introduction, quand on vous lit sous forme de paragraphe, on doit retrouver ce paragraphe-là qui montre l'état actuel des écrits, c'est-à-dire l'état de la question ou les lacunes actuelles. On doit voir ça clairement. Maintenant, dans un mémoire ou une thèse, parce que ça demande à ce que vous soyez plus explicite et que vous puissiez plus développer votre raisonnement, on peut avoir un point sur l'état de la question, mais dans l'introduction générale, et un autre point sous forme d'un chapitre sur la revue de la littérature. Là aussi, est-ce qu'on dit revue de littérature ou revue de la littérature? Nous allons développer ça sur le point de la revue de la littérature. Une préoccupation, professeur. Oui. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi on est dans les jeux de questions. L'essentiel est fait aujourd'hui. Nous avons développé des gaps et nous avons développé une test question. C'est déjà bon. Les autres matières viendront la semaine prochaine. Maintenant, là, c'est leur montrer comment écrire l'introduction. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'introduction? Parce que je voudrais que la prochaine fois, vous venez avec cela dans la séance, la session prochaine. Ça sera abordé prochainement. Maintenant, là, dans l'introduction, je vais vous demander de faire un exercice. Comment découvrir les lacunes qu'il faut mettre dans l'introduction là. Alors, on va utiliser l'IA. On va utiliser l'IA que vous aimez tous. Je ne me demande pas d'aller lire comme ça au hasard. On va utiliser l'IA. Vous prenez votre l'IA, vous entrez dans l'IA. Vous allez écrire ce prompt. Écrivez le prompt avec moi. Écrivez le prompt avec moi. Vous êtes un expert dans la rédaction. Rappelez-vous des prompts de la fois passée. Hein? Vous êtes un expert dans la rédaction scientifique, en sciences de gestion. Vous le précisez, il est expert là-bas. Dans la rédaction scientifique, en sciences de gestion. Dans la spécialité de, mettez votre spécialité là-bas, voilà, ressources humaines, marketing et commerce, finance d'entreprise, gestion financière, comme vous voulez. Voilà, il faut cette précision-là à l'IA. On lui donne un rôle. Je peux dire audit social ou bien c'est plus restreint? L'audit social, c'est dans les ressources humaines. Oui. Ah oui.
C'est dans les ressources humaines. Donc, je dis ressources humaines. Oui, mettez ressources humaines. On lui donne un rôle. Donc, vous êtes un expert. Voilà. Très bien. Maintenant, veuillez m'assister. Vous dites à l'IA, veuillez m'assister. Veuillez m'assister. L'IA vient vous assister. Veuillez m'assister à recenser. À recenser. Quatre études récentes et pertinentes. 4 études récentes et pertinentes. Vous pouvez même fixer la période. Récente signifie entre 2023, 2024 et 2025 ou 2026. Quelqu'un peut dire entre 2024 et 2026. Voilà. Entre parenthèses. Veuillez m'assister à recenser 4 études, 5 études, 3 études récentes, n'oubliez pas ça, et pertinentes entre 2024 et 2026. Ouais. Le mois passé, la semaine passée, ainsi de suite. Sur cette thématique de, vous mettez votre sujet là-bas, sur cette thématique de, ou sur ce sujet intitulé, vous mettez votre sujet, avec leurs auteurs, suivi des DOI, DOI, les Digital Object Identifier, comme on l'appelle, à suivi des DOI, point. Suivi des DOI, point. Professeur? Oui. Vous avez dit avec des auteurs, je suis à ce niveau. Avec leurs auteurs. Avec leurs auteurs, oui. Ouais. Suivi des DOI. Suivi de DOI. Ouais, DOI, ouais. DOI. Vous dites ça vous demandez ça à l'IA. DOI. DOI, on en a parlé la fois passée. Apparemment, vous n'étiez pas là, vous avez manqué. Les DOI, ce sont des identifiants, voilà, algorithmiques, ce qui vous permet de dire que ce que l'IA vous donne existe, c'est du vrai. Ce sont les articles scientifiques qui ont été publiés, qui existent. Au lieu que l'IA puisse vous écrire des inepties, comme on dit, des hallucinations, parce que l'IA a l'habitude d'écrire des... Il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Vous pouvez fermer, s'il vous plaît. Quelqu'un peut fermer son micro là-bas. Mike, vous pouvez demander à celui qui a ouvert le micro. Voilà, la technique de DOI et de prompt, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Quand vous êtes, vous spécialisez dans le prompt, les DOI, vous allez très bien faire votre recherche avec l'IA. Très bien. Alors, quand vous avez terminé par les DOI, vous pouvez ajouter, faites un petit résumé pour chaque article. Faites un petit résumé pour chaque article avec
Non, ou bien faites un petit résumé pour chaque article en faisant ressortir les lacunes, en faisant ressortir les gaps. Voilà. En faisant ressortir les gaps. Vous demandez à l'IA. Ça, c'est autorisé. En faisant ressortir les lacunes ou les gaps. Ouais. Et vous allez voir comment l'IA va réagir. L'IA va vous donner les auteurs, articles, publications, et chaque fois les DOI à côté. Et les résumés avec les lacunes. Professeur, s'il vous plaît, oui. Au début du paragraphe, vous avez dit vous êtes un expert. Nous, on doit dire je suis un expert, n'est-ce pas? Vous devez dire ça à l'IA. C'est ça le prompt. Je suis un expert. Ce n'est pas vous. Vous donnez un rôle à l'IA. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas expert. C'est l'IA qui est expert. Vous dites à l'IA, vous reconnaissez que l'IA est expert. C'est ça le prompt. Il faut lui donner un rôle. OK. Pour bien utiliser l'IA, toujours donner un rôle à l'IA. C'est ça le prompt. Professeur, si vous permettez, ça c'est avec quelle IA? N'importe quelle IA. Vous pouvez choisir, vous pouvez prendre Chat, vous pouvez prendre Gemini, vous pouvez prendre Copilot, vous pouvez prendre DeepSeek, vous pouvez prendre Mistral. D'ailleurs, la fois dernière, j'ai donné même l'IA qui est à la page aujourd'hui, c'est soit Claude ou soit Kimi 2. Prenez Kimi 2. Kimi 2 s'écrit K-I-M-I 2. Kimi 2. Vous allez voir si Kimi va vous donner. Kimi 2. 2 des chiffres. Kimi 2. K-I-M-I 2. K-I-M-I 2. Vous pouvez prendre aussi Claude. Vous pouvez prendre aussi Perplexity. Voilà. Ce sont des IA. Et en matière d'IA, vous allez voir, quand vous l'utilisez trop, ça peut commencer à bugger. Et ça commence à vous demander, soit vous souscrivez l'abonnement. Quand l'IA commence à se comporter comme ça, laissez cette IA. Prenez notre IA. Vous avez une multitude d'IA avec vous. Si ChatGPT commence à vous compliquer, laissez Chat. Allez chez Kimi. Allez chez DeepSeek. DeepSeek, c'est D-E-E-P-S-E-K. DeepSeek. Quand DeepSeek complique, laissez DeepSeek. Allez chez Claude. Quand Claude commence à compliquer, laissez Claude. Allez chez Perplexity. C'est comme ça, on contourne ça. Sinon, si vous voulez seulement chat, vous finirez par payer Chat. Rappelez-vous que les IA sont des algorithmes qui vous contrôlent. Donc, à partir de ça, vous aurez ce que l'IA vous donne. Les 4 articles. Professeur. Vous allez faire maintenant l'exercice. Attendez, je vous donne l'exercice, il n'est pas fini. Vous allez cliquer sur les DOI. Cliquez sur les DOI. Vous allez cliquer sur les DOI. Et une fois que vous cliquez sur les DOI, ça va vous ramener sur les vrais articles dans la revue. Allô, prof? Oui. Après les lacunes là, où les lacunes, c'est les gaps ou lacunes, comme ça, on interroge, c'est ça? Non, mais j'ai dit, vous dites à l'IA, faites un résumé en faisant ressortir les lacunes dans cet article, dans chaque article, quoi, en faisant ressortir les lacunes dans chaque article. Et vous lancez, et l'IA va vous donner chaque fois l'article et les auteurs avec les DOI et les résumés. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur les DOI. Vous cliquez sur les DOI. Et chaque fois quand vous cliquez sur les DOI va vous ramener sur l'article en question, tel qu'on l'a publié. Et quand vous avez l'article
ce qu'il faut faire, il faut télécharger ça, il faut garder ça quelque part. Et si vous avez gardé l'article, vous pouvez même imprimer l'article pour dire que ce que j'ai dit dans ma thèse, ce que j'ai dit dans mon mémoire ou dans mon article, c'est vrai. Ce sont des publications qui existent. Voici la preuve, je viens de publier ça, c'est ça. Donc, l'IA n'a pas trompé. L'IA n'a pas dit n'importe quoi. L'IA m'a indiqué que ça existe. Ça, c'est l'exercice qu'il faut faire. Professeur, j'ai une question. Oui. Concernant les lacunes à combler, les lacunes scientifiques, vous avez parlé des lacunes théoriques, contradiction des résultats antérieurs, la méthodologie et le contexte. Alors, quand nous allons faire entrer notre prompt à l'IA, est-ce que l'IA va nous donner toutes les précisions concernant les 4 lacunes qu'on venait de voir? Voilà. Pourquoi je n'ai pas précisé? Parce que on n'est pas obligé d'avoir toutes ces lacunes-là dans un article. Un article n'est pas obligé d'avoir au même moment et lacunes théoriques et contextuelles et empiriques sur la contradiction de résultats et même méthodologique. Il faut laisser à l'IA de vous chercher dans l'article quelle est la lacune. Laissez l'IA faire ce travail-là. Voilà. Est-ce que c'est clair? Professeur, si je comprends bien, ça sera maintenant à nous de catégoriser les différentes lacunes que l'IA va nous sortir pour savoir ça c'est... Non, ce n'est pas vous qui catégorisez. Quand l'IA vous sort la lacune, l'IA vous dit que c'est une lacune empirique, lacune théorique. L'IA va vous donner ça, ne vous inquiétez pas. D'accord, professeur. Attendez, ouais. Exact. Ouais, je vais revenir sur Zotero à la fin, sur les références bibliographiques. Je vais revenir là-dessus. Ouais. Voilà, donc, ouais, ça nous reste 7 minutes. Chez moi, c'est 7. Voilà. Donc, cet exercice-là, c'est un exercice, hein, je n'ai pas dit que vous allez écrire un article directement. Une fois que vous avez ces éléments, comme a dit Dr Touna, vous pouvez les sauvegarder dans Zotero, ceux qui savent utiliser Zotero. Ceux qui ne savent pas, ce n'est pas grave. Vous mettez ça sur une feuille Word, vous créez un fichier Word et vous les conservez là-dedans. Maintenant,
l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous montrer comment ressourcer votre recherche scientifique. Comment documenter votre recherche scientifique. Et c'est le plus important. Pour qu'on ne vous accuse pas de plagiat. Pour qu'on ne vous dise pas que les auteurs que vous avez cités n'existent pas. Maintenant, vous avez les auteurs, vous avez des résumés, vous avez des douilles. Après, vous pouvez maintenant faire la synthèse. Ah oui, vous pouvez faire une synthèse comme un exercice en demandant, parce que vous avez déjà dit que Alia, Kélia et vous êtes expert. Les deuxièmes prompts maintenant, vous demandez à l'IA. Faites un résumé dans un paragraphe. Faites un résumé dans un paragraphe. Dans un style académique, s'il s'agit d'un article, s'il s'agit d'une thèse, par exemple, faites un résumé dans un paragraphe, dans un style académique d'une thèse, d'un article. Des différentes lacunes identifiées dans ces 4, 3 ou 5 articles. Voilà. En citant les auteurs dans les textes, n'oubliez pas ça, en citant les auteurs dans les textes, dans un style académique, s'il vous plaît. Oui, d'une thèse ou d'un article ou d'un mémoire, ça dépend. En citant les auteurs dans les textes, et vous mettez le format auteur, virgule, année, entre parenthèses. Voilà. Oui. Je ne voulais pas parler d'APA directement. Je vais aborder ça dans les références sous format APA. Sous format APA, 7e édition, c'est bon également. Voilà. Et vous ajoutez ça et veuillez dire comment mon étude, ma recherche, ou cette étude, ou cette recherche, va combler ces lacunes. Vous allez voir ce que l'IA va vous proposer. Va combler ces lacunes. Et je crois aujourd'hui, on peut s'arrêter par là. C'est un exercice que je vous donne. Ramenez-moi ça prochainement. Et prochainement, nous allons aborder successivement. Professeur. Prochainement, nous allons aborder successivement des objectifs, des literature review, des méthodologies. Voilà. La dernière séance de finding, de discussion et references. Voilà. Professeur. Professeur. Oui. Pour